minima, là on n'y est pas encore. Presque. Alors je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le rappeler, mais les élections c'est dans quelques jours. C'est notre dernière réunion publique, une longue campagne. Et cette année, donc je pense pareil, vous le savez tous, mais il n'y aura qu'un tour à Saint-Égrève. Alors souvent on me pose la question pourquoi qu'un seul tour? C'est tout simple, il n'y a que 2 listes. Donc forcément le soir du 15 mars, il y a une liste qui fera plus de 50% et une liste qui fera moins de 50%, c'est mathématique. Et donc il n'y a qu'un tour, donc ne venez pas au second tour, il n'y en aura pas. Et le conseil municipal sera installé dès le vendredi qui suit le 15 mars. Alors, pour ce soir, je vais vous présenter un petit peu notre équipe, le programme, et puis après il y aura un temps d'échange qu'on pourra partager avec toute la salle, et puis on a aussi prévu de quoi partager, échanger autour d'un verre, c'est toujours aussi assez efficace de faire ça. Alors pour commencer, certains qui me demandaient quel était mon parcours. Alors je vais vous le tracer en quelques mots. Moi j'ai été élu à Saint-Égrève la première fois en 2008, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai été, alors à l'époque j'étais le plus jeune, on m'avait mis à la jeunesse. Donc pendant un mandat, je me suis occupé de la jeunesse et c'était assez formateur notamment parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu pendant le mandat, c'est qu'il y avait une politique jeunesse à reconstruire et à construire en fait. Et en un mandat, on avait construit une politique jeunesse avec notamment un bâtiment, le Patio, que vous connaissez je pense tous, qui marche très bien. Et on en parle, on a un point dans notre programme là-dessus. Je vous en parlerai un peu plus tard. En 2014, le maire m'a proposé de faire un grand écart et de m'occuper des travaux. Et donc j'ai été adjoint aux travaux pendant 6 ans. Et pareil, c'est assez formateur puisque fallait s'occuper des trous qu'il y avait devant la porte de chacun. Alors c'était à la fois les trous, mais aussi la voirie en général. Donc ce travail de proximité a été très formateur, très intéressant. Et c'est là où j'ai appris notamment où j'ai appris la nécessité de proximité et surtout l'intérêt. Et que, en discutant, on arrive toujours à trouver un juste milieu et à contenter chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout le monde, mais en tout cas, quand on dit oui ou non, il faut pouvoir l'expliquer et s'en justifier devant les principaux intéressés. Et puis, sur la fin de ce mandat 2014-2020, j'ai été aussi adjoint aux finances. Une délégation aussi assez intéressante pour voir exactement quelles sont les finances de la ville, quels en sont les ressorts, quelles sont les forces et les faiblesses de Saint-Égrève, qui permettent aussi de construire le projet qu'on vous propose. Et puis en 2020, le résultat des élections en 2020 n'a pas été celui qu'on attendait, mais néanmoins, j'ai été et je suis toujours conseiller métropolitain, donc dans l'opposition à Saint-Égrève, mais à la métropole à Grenoble. Et autant dire que c'est une toute autre chose, c'est très politisé à la métropole. On a des groupes politiques qui mènent la danse. Alors moi j'ai fait partie d'un groupe que j'ai trouvé intéressant qui était avec des maires de plus petites communes, des maires qui avaient une vision très pragmatique des choses. Et il fallait souvent se battre avec des groupes beaucoup plus politisés, notamment à Grenoble. Et où chaque décision était vue au prisme un peu idéologique, ce qui a crispé pas mal d'élus métropolitains en disant le mot d'ordre maintenant c'est plus jamais ça, on ne va plus jamais travailler avec eux parce que c'est intenable, mais on pourra en reparler. Donc voilà pour mon parcours, et puis j'ai réuni une équipe donc vous avez tous eu le trombinoscope. Une équipe qui est de laquelle je suis très fier parce qu'elle est très complète et très complémentaire. Il y a des personnes qui sont passionnées de chiffres, peut-être que Jean-Jacques prendra la parole tout à l'heure, et il en faut pour comprendre et pour analyser les budgets notamment. Des personnes passionnées de proximité, des personnes plus jeunes, moins jeunes. On a sur notre liste, ça commence à 18 ans. 18 ans, 19 ans, 22 ans, qui ont une vision des choses un peu
un peu différentes et qui nous ont apporté beaucoup. Alors, la contrepartie, c'est que c'est des jeunes qui sont en études, donc ce soir, ils révisent, mais ils nous ont apporté beaucoup pendant la campagne. Et puis sur la construction du projet. Alors le projet, justement, vous l'avez certainement vu et reçu. On a voulu un projet qui soit resserré et surtout qui soit... On n'a pas voulu 50 ou 100, ou il y en a certains qui ont 300 propositions qui s'éparpillent et sur des choses qui sont très... déjà, est-ce qu'elles ont été toutes faites, ça c'est autre chose. Mais quand on a rassemblé les faits, souvent on me pose la question, mais de quel parti politique vous êtes? Alors, d'aucun. Nous, notre parti politique, en fait, il se traduit dans un certain nombre de valeurs qu'on a voulu transmettre là. Et quand on a discuté en équipe, on a d'abord vu quelles étaient les valeurs qui nous rassemblaient et qu'on a transformées ensuite en propositions. Donc il y en a 10. On a voulu avoir quelque chose qui soit lisible. Alors vous voyez, ça tient sur une page. Pour autant, il y a des choses qui sont... il y a des gros projets et surtout des projets, on a voulu après avoir des projets qui soient concrets concrets et responsables et qu'on soit certain de pouvoir faire en 6 ou 7 ans. On ne sait pas si le mandat durera 6 ou 7 ans, mais en tout cas, l'engagement c'est de tout faire en 6 ans. Et on s'est attelé à ce que tout ce qu'on mette là soit réalisable et réaliste. Alors le premier engagement, je pense qu'on a fait beaucoup de porte-à-porte, de discussions sur les marchés, dans la rue. La première des préoccupations qui ressort, ça concerne la sécurité. Je pense que personne ne peut le nier. Tous les sondages le montrent partout en France et à Saint-Égrève notamment. C'est à chaque fois qu'on en parle, c'est la première des préoccupations. Alors on a voulu avoir des réponses très concrètes, pas simplement de vous dire non, on va remettre de la sécurité. Il fallait des propositions qui soient très concrètes. La première c'est d'augmenter les effectifs de la police municipale. C'est tout simple, mais pour que les agents puissent être dans la rue, il faut qu'il y en ait un certain nombre. Et là, pareil, quand on parle de chiffres, la moyenne des agents de police par habitant, elle est, si on la rapporte à Saint-Égrève, elle est plutôt autour de 10. Là, on est à 8, sachant qu'en plus, on a une police qui est pluricommunale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois à Saint-Égrève, mais aussi sur le Fontanil. Donc, en rajoutant 2 agents, on retombe dans les normes. Et puis, au-delà des chiffres et des normes, c'est surtout que le fait de patrouiller sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se résolvent par ça, c'est d'être sur le terrain. Et les règles de patrouille font qu'il y a des moments où on a des agents qui ne peuvent pas les patrouiller parce que ils ont atteint leur limite de travail sur la journée, ou alors il faut qu'ils soient plusieurs par équipage, et donc il faut un certain nombre. Donc en ajoutant 2 agents de plus, ça nous permet de multiplier les patrouilles. Et puis une deuxième chose sur la police, c'est l'armement de la police. Pareil, quand on compare, 85% des polices municipales en France sont armées. Donc la question, elle n'est pas... Il n'y a pas un regain de violence policière en France par les polices municipales. En fait, quand on parle de l'armement de la police, on le voit sur le côté que la police... est-ce que la police qui porte des armes... En fait, il faut voir... il y a plein d'autres éléments. Le premier, c'est quand on discute avec la gendarmerie. Nous disons à Saint-Égrève, il se passe quand même un certain nombre de choses. Et quand on fait des interventions, il y a certaines interventions où on ne peut pas y aller avec la gendarmerie, avec la police municipale, parce qu'ils ne sont pas armés. Et nous, quand on intervient et qu'ici, il faut qu'on protège les policiers municipaux, parce que quand on a des collègues qui ne sont pas armés, il faut qu'on les considère comme à protéger. On ne peut pas les emmener du coup sur ces opérations, et c'est dommage parce que c'est des opérations où ça permet à la police de bien connaître ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième qui est très pratique, ça concerne le recrutement. On souhaite recruter 2 agents sur la police municipale. C'est un peu le cas de toutes les villes. Et toutes les villes recherchent des policiers municipaux. Ce qui fait que le recrutement est assez tendu ça fait un certain nombre d'années, Pascal, qui était déjà en charge de la sécurité il y a quelques années, avait les mêmes problématiques. Et quand on reçoit
reçoit des CV et qu'après le premier entretien, on leur dit que la police à Saint-Égrève n'est pas armée, et ben on a beaucoup de CV qui se retirent. On a même aussi un certain nombre d'agents municipaux de Saint-Égrève qui sont partis dans d'autres villes, et des agents qui étaient de qualité qui sont partis dans d'autres villes parce que les autres villes sont, la police est armée. Donc c'est tout ça nous amène à cette proposition d'armement de la police municipale. Et puis quand on en discute aussi avec les policiers municipaux, pour eux c'est aussi une demande, parce que ce qui était vrai il y a une quinzaine d'années, où ils se posaient la question, moi-même je me posais la question de l'armement de la police, parce que de se dire finalement est-ce que c'est pas inciter ceux qui sont en face à s'armer aussi. La situation à Saint-Égrève, on n'est plus dans ce cas-là. Les policiers municipaux, eux, demandent à être armés aussi pour leur sécurité. Ensuite, sur la sécurité, on a une autre proposition très concrète, qui est la vidéoprotection. On l'avait mis en place il y a quelques années. Sur Saint-Égrève, il y a un réseau d'une 60aine de caméras qui a été installé. Et l'objectif, c'était, une fois que ces caméras sont installées, on fait le bilan avec la police, avec la gendarmerie, avec le procureur, sur les trous dans la raquette. Parce qu'on savait qu'il y avait des endroits où il fallait tourner la caméra, où il fallait en rajouter. Et normalement, sur ce mandat-là, il devait y avoir une prolongation de ce dispositif. Bon, ça n'a pas été le cas. En fin de mandat, le maire nous annonce qu'il va en rajouter une. Alors, mais c'est pas suffisant. Et le réseau de vidéoprotection, il est étudié avec la gendarmerie. Et quand on discute avec eux, c'est assez intéressant de voir comment il est installé. Vous avez plein d'endroits où on ne sait pas où sont les caméras, et c'est voulu. Et les caméras, elles sont souvent installées sur des coins de fuite, sur des... ce qu'ils nous disent, c'est que quand on veut protéger ou surveiller un centre commercial, par exemple, il faut mettre les caméras 300 mètres avant ou 300 mètres après, puisque sur le lieu même, souvent ils arrivent cagoulés, donc on ne sait pas, on ne les prendra pas là. Par contre, ils ne restent pas cagoulés pendant 300 mètres, et puis surtout ils s'en vont, et il y a un moment où il y a une voiture ou quelque chose qui va passer devant une caméra. Et c'est le procureur de Grenoble qui l'a dit il n'y a pas longtemps, ça sert. Alors lui, il y avait toute une polémique, on ne va pas rentrer dedans, est-ce que les caméras de Grenoble marchent ou ne marchent pas. On laissera à Grenoble le soin de répondre, mais en tout cas, sa demande, c'est qu'il y en ait et qu'elle fonctionne. Et il y a eu quelques années un cas à Saint-Égrève où une petite fille nous avait dit il y a une voiture verte qui circule devant une école. Et ce qu'on avait installé à Saint-Égrève, c'est qu'il y a des caméras, mais surtout il y a un logiciel qui vient derrière. Et ce logiciel, on avait pu marquer, alors c'est la gendarmerie qui à l'époque a dit on cherche une voiture verte. Et le logiciel qui est derrière, il analyse toutes les caméras, il dit hop, il y en avait une là, une là, une là, une là. Et à un moment, la voiture elle est passée devant une caméra avec sa plaque. Et donc les gendarmes avaient pu, grâce à ça, récupérer la plaque d'immatriculation. Et ensuite, alors après, c'est parti dans des enquêtes où on n'a pas forcément eu la suite. Mais en tout cas, il nous a dit, grâce à ce logiciel qui est derrière, on a pu avancer. Puis la dernière chose, c'est peut-être l'un des points qui remonte le plus quand on discute avec vous, c'est l'éclairage. L'éclairage la nuit, l'éclairage public. Et en fait, il a été éteint, ça fait on-off. Et ce qu'on souhaite, c'est alors peut-être pas le rallumer tout plein feu tout le temps, mais en tout cas le rallumer, étudier secteur par secteur. Est-ce qu'il faut baisser la luminosité? Est-ce qu'il y a des détecteurs? Est-ce que il y a plein de solutions qui sont possibles. La première des choses, c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est important et sur lequel il y a beaucoup de Saint-Égrèvois qui disent qu'on n'ose plus sortir le soir. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, au maire, c'était de le calquer avec le tram. Le tram se termine à 1h du matin, et bien simplement d'éteindre la lumière au moins à partir de 1h30 pour que les gens qui prennent le tram puissent, en sortant du tram, rentrer chez eux. Ça n'a pas été possible. Et le résultat, on lui avait demandé de faire une sorte d'analyse un an après, qu'on n'a jamais eu, mais de quel était le sentiment des gens. Et nous, l'analyse, on l'a faite avec le porte-à-porte, ça fait une campagne, on voit beaucoup de monde. Et on a eu quasiment 90% des gens qui nous ont dit il faut rallumer la nuit. Parce qu'on ne se sent pas en sécurité la nuit, parce que la gendarmerie nous dit aussi, alors là on a 50% et 50%, est-ce que ça favorise les vols ou est-ce que le fait d'être dans
Donc la question, elle n'est pas tellement là, mais elle est essentiellement sur le sentiment d'insécurité. Et là-dessus, il faut agir. On a fait des petits calculs. Alors, souvent, on nous dit, mais sur quoi vous vous basez? En fait, on se base sur ce que le conseiller municipal, parce qu'il n'y a pas d'adjoint aux finances à Saint-Égal, c'est impressionnant, mais le conseiller municipal aux finances nous avait donné le chiffre d'économie en éteignant la lumière. Donc on a fait des petits calculs et on arrive à 1,17 € par an et par habitant. Voilà. Ce n'est pas une question financière, c'est plutôt une question... après, on peut se poser plein de questions pour la biodiversité, mais quand on met un rapport de l'insécurité et ce sentiment d'insécurité, et des gens qui n'osent plus sortir de chez eux, voilà, la question, elle ne se pose pas vraiment. Donc voilà, sur la sécurité, vous voyez, on a des propositions qui sont assez concrètes, et c'est ce qu'on a voulu faire un peu sur tous les autres points. Le deuxième, pareil, c'est quelque chose qui, quand on en parle avec les Saint-Égrévois, et puis ça fait un moment qu'on échange avec vous, c'est le besoin de proximité. Alors on a plein d'adjoints à la proximité, ça n'a pas l'air de marcher des masses, et notamment, ce que nous remonte beaucoup de Saint-Égrévois, c'est le besoin de pouvoir parler au maire. Et moi je le sais assez bien, quand j'étais adjoint aux travaux, c'est moi qui allais chez les gens pour régler les problèmes, mais à la fin il y avait toujours est-ce que je peux parler au maire? Et cette nécessité et cette envie de parler directement au maire, c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement c'est lui qui derrière va prendre une décision, qui va en avoir la responsabilité, et il y a beaucoup de personnes qui veulent simplement avoir le maire pour qu'il puisse s'expliquer et donner une réponse. Et donc dans nos engagements, il y a d'une part de toujours pouvoir apporter une réponse, qu'elle soit oui ou qu'elle soit non, et puis nous on l'a matérialisé sur les permanences du maire. C'est-à-dire que alors là on peut prendre comme exemple le mardi matin. Le mardi matin, vous pouvez venir à la mairie et rencontrer le maire et lui parler aussi bien de votre problème de trou devant chez vous que de problèmes plus graves, de permis de construire, mais vous aurez la possibilité de parler avec le maire. Après il peut y avoir des échanges avec les services, mais si vous voulez parler au maire, ce sera possible. Et ce qui aujourd'hui ne l'est pas. Et puis dans la proximité, il y a aussi la responsabilité. Que, toutes les décisions qu'on prend, il faut pouvoir les justifier. C'est pour ça qu'un de nos engagements, c'est une fois par an, sous la forme d'une réunion publique, de vous dire, ben voilà, l'année dernière, on vous avait promis que sur l'année, on ferait ça, ça et ça. Et ben où on en est. Peut-être qu'on n'a pas réussi, parce que parfois c'est compliqué, mais on peut vous dire pourquoi on ne l'a pas fait. Et puis ce qu'on a fait, peut-être qu'on l'a mal fait, peut-être que le résultat ne vous convient pas. Donc on peut en discuter, et on a besoin de cet échange et de ne pas rester dans une espèce de tour de verre où on a l'impression que tout va bien parce que les services nous disent que les projets avancent. On a besoin de ce lien-là. Donc il y a cet engagement d'une réunion publique, et il faudra qu'on voit exactement la forme, mais l'objet c'est vraiment d'être sur quelque chose d'assez direct, d'avoir une présentation courte. C'est pas un long discours de tout ce qui a été fait super bien sur l'année, mais plutôt de pouvoir d'échanger avec vous. Notre troisième engagement, il concerne l'urbanisation. Là pareil, on a tous vu que Saint-Égrève avait beaucoup changé en quelques années, et on sait aussi la situation. Souvent, on a une maison, quelqu'un qui a une maison achetée dans les années 70 avec 2000 m² de terrain, c'est un peu le cas typique à Saint-Égrève, des personnes qui prennent de l'âge et pour lesquelles entretenir tout ce terrain est un peu plus compliqué. La maison, pour faire simple, elle vaut 400 000 €, et là il y a un promoteur qui arrive et qui vous en offre 600. C'est assez humain, et ce qui fait que les choses mutent, et à la place d'une maison, on a un immeuble, voire même s'il fait la même chose avec le voisin, on a un gros immeuble. Et quand ça arrive, les promoteurs ils connaissent parfaitement les PLU, le plan local d'urbanisme, et un maire, normalement, on va en parler après, n'a pas le droit de refuser un permis de construire. À partir du moment où ça rentre dans les règles, refuser un permis de construire, c'est pas quelque chose qui est autorisé. Après, ça passe au tribunal. Alors, ça, c'est la situation, et soit on peut se dire que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien. On a essayé de voir les actions possibles là-dessus. Et j'en ai discuté notamment avec des maires qui font ça en Savoie.
et quelque chose qui marche assez bien. Alors nous, on l'a appelé le PLU stratégique. Alors, on a parlé du PLU, le plan local d'urbanisme, qui est un document qui est fait comme ça, qui détermine sur chaque parcelle toutes les règles, et très complexe. Enfin, je pense que personne, même dans les services, l'a lu en entier. Chacun a sa petite partie. Et c'est nous, on est politique et on ne veut pas rentrer là-dedans. On veut calquer par-dessus ce qu'on a appelé le PLU stratégique. Et le PLU stratégique, c'est sur la commune de dessiner un plan et faire un peu simplement, mais là on peut construire, là on veut pas, et là pourquoi pas, il faut qu'on se mette d'accord. Et ça, ce schéma, l'objectif en fait, c'est d'afficher la politique de la ville. De dire nous, parce que simplement de dire on ne veut pas construire sur le pavillonnaire, ça c'est bien de le dire, mais quand c'est écrit et que c'est formalisé sur un document, alors c'est un peu plus fin que simplement là c'est possible et là c'est pas possible, mais c'est un document qui est lisible par tous. Et surtout, c'est un document qui est envoyé et discuté très tôt dans le mandat avec l'ensemble des promoteurs qui agissent sur le territoire, en disant voilà, nous, si vous voulez travailler à Saint-Égrève, nous on veut travailler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut imaginer des choses. À Saint-Égrève, il y en a. Pas très loin, là, le garage Mercedes et tout l'écoquartier, on peut même construire assez haut, ça ne dérange pas grand monde autour. Donc sur cette parcelle-là, on peut travailler ensemble. Par contre, sur d'autres, on ne souhaite pas, on souhaite que ça reste, ça ne mute pas. Et ça pourrait paraître un vœu pieux, mais en fait, les maires qui ont mis ça en place nous disent à partir du moment où il y a quelque chose, un discours qui est lancé avec les promoteurs, ça marche. Alors, je ne dis pas que c'est la baguette magique, mais en tout cas, c'est une discussion qui fonctionne. Il y a des promoteurs qui m'ont dit, nous, on a voulu faire ça avec le maire d'ici. On a demandé rendez-vous, la première chose qu'il nous a dit, c'est je ne discute pas avec les promoteurs. Voilà. Donc, on rentre dans un rapport de force qui ne marche pas, parce que vous voyez qu'il y a des projets qui se montent. Et nous, on veut plutôt travailler à l'inverse. C'est travailler avec les promoteurs, dire voilà, nous, notre vision de l'urbanisme, c'est ça. Et là où vous nous suivrez, on va dire qu'on va vous aider, mais on peut travailler ensemble. Et puis c'est la deuxième étape, c'est que là où vous jouez pas le jeu, nous on est prêt à aller jusqu'au tribunal. Et pareil, c'est des choses que des maires en Savoie ont fait. Et oui, effectivement, il y a des fois, il faut aller jusqu'au tribunal. C'est-à-dire que vous refusez un permis de construire, c'est pas légal. Donc le promoteur attaque au tribunal. Et nous, on est prêt à perdre au tribunal parce qu'on considère que c'est aussi notre rôle politique de défendre l'urbanisme à Saint-Égrève et de défendre les habitants. Et après, la réalité, c'est que au tribunal, ça peut durer quelques années. Et il faut que les promoteurs soient prêts à rentrer dans ce dispositif, enfin dans des procédures comme ça pendant quelques années, sachant qu'à Saint-Égrève, vous connaissez un peu la situation, on n'a plus de très gros ensembles. Il n'y a plus... c'est des petites opérations qui peuvent encore se mener, hein, comme vous disiez, une maison qui est transformée par un immeuble, mais des grands terrains où il pourrait y avoir de très grosses constructions, on n'en a plus. Ce qui fait que les opérations qui peuvent se mener à Saint-Égrève, elles ont un équilibre financier qui est relatif. Alors on ne va pas plaindre les promoteurs, hein, c'est pas la question, mais autant ils peuvent, sur ce qui s'est fait en haut à Clapière, où c'est des très gros ensembles, où on a des mastodontes derrière qui peuvent effectivement avoir un service juridique et puis tenir quelques années. Là, on est sur des opérations qui sont déjà beaucoup plus restreintes et tenir des procédures administratives comme ça pendant plusieurs années, c'est déjà beaucoup plus aléatoire. Donc nous, c'est notre vision de l'urbanisme. On a un objectif, hein, à chaque fois on se fixe un objectif et des moyens pour y arriver. Et on est prêt à le tenir. Et encore une fois, hein, c'est des choses qui ont été menées notamment en Savoie, qui se fait pas beaucoup ici, et en Savoie, les maires nous disent mais ça marche, c'est un peu dur parce qu'il faut tenir, il faut avoir des discours avec les promoteurs qui soient un peu fermes, parce que oui, on peut discuter avec eux, mais discuter avec eux, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout.
mais leur dire voilà, on accepte de discuter, mais voilà, nous à Saint-Égrève, c'est comme ça qu'on voit les choses, et bah, si vous voulez travailler avec nous, bah, il va falloir qu'on pose des choses. Puis dans ce PLUS, donc l'un des objectifs, c'est à la fois de préserver le Saint-Égrève tel qu'il est actuellement. On sait qu'on a besoin de construire. Alors, la raison, elle est simple. Souvent, on nous dit, mais pourquoi est-ce que c'est pour avoir de nouveaux habitants? Est-ce que vous voulez encore grossir? Alors, c'est absolument pas la stratégie de la ville. On est passé là à 18 000 habitants. C'est, je pense, enfin, on a eu 2 ou 3 000 habitants de plus là, ces dernières années, et il faut arriver à adapter les services. On a un certain nombre d'objectifs, c'est pas de grossir encore. Simplement, ce qu'on a, c'est qu'on a un phénomène qui s'appelle la décohabitation. Là où dans les années 80, on était à 4 personnes par foyer, on arrive à moins de 2 maintenant. Donc en fait, mathématiquement, c'est assez facile de comprendre que pour loger le même nombre de personnes, il faut plus de logements. Donc c'est pour ça qu'on ne vous dit pas qu'il n'y aura plus aucune construction à Saint-Égrève, parce que d'une part, c'est pas possible, mais c'est pas souhaitable non plus. Par contre, on n'a pas besoin de construire en masse. On a atteint les quotas des lois SRU, on a atteint, on vous parle du contrat d'Axe, le contrat d'Axe il est rempli déjà depuis un moment. Donc on n'a plus vraiment d'obligations. Et nous, notre souhait, c'est de rester à 18 000 habitants. L'objectif, c'est pas d'accueillir tous ceux qui veulent quitter Grenoble. Et justement, dans le 4e engagement, on l'a appelé adapter la ville à tous. Alors, c'est quelque chose qui nous est souvent remonté, c'est qu'on parle beaucoup d'handicap, il y a le handicap visible, le handicap invisible, mais on a beaucoup d'équipements, alors que ce soit des bâtiments ou même la ville, qui sont mal conçus pour tous les handicaps. Alors, on a une commission qui avait été créée il y a quelques années pour adapter tout ça. On voit qu'il faut passer un peu à la vitesse supérieure, et puis alors nous on a appelé ça un comité d'usagers, qui son objectif ce sera d'auditer un peu tous les équipements de la ville, les bâtiments, les voiries, des trucs tout bêtes, hein, mais parfois sur les trottoirs, on dit bah oui mais là il y a de la végétation qui pousse et bah, un fauteuil roulant ne peut plus passer. Il faut couper. Mais ça, alors, là je vous donne un exemple qui est très simple. Mais on a pas mal de personnes qui ont des handicaps qui sont un peu moins visibles. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de ces handicaps-là. Et pour lesquelles il suffit parfois de juste changer une petite chose. Et ça peut tout changer pour eux. Donc on a ce projet-là. Et puis on a un CCS à Saint-Égrève, c'est le Centre communal d'action sociale, qui marche très bien. Alors, nous dans notre programme, on a voulu se concentrer sur des choses à changer ou à faire. Je vous en parlerai après. Mais par exemple sur le CCS, on sait que le CCS fonctionne très bien. Donc nous, l'objectif, c'est de maintenir ce niveau de service, c'est de continuer dans notre équipe. La 3e adjointe, elle sera en charge du social. Donc c'est quelque chose aussi, on affiche que c'est un secteur important et sur lequel on n'a pas prévu, on a eu des rumeurs comme ça, vous voulez couper les budgets du CCS. Non, absolument pas, il faut les maintenir. On a été vigilant chaque année à ce que le budget du CCS soit suffisant. Et il n'a pas été augmenté pendant plusieurs années, tout simplement parce qu'il suffisait à s'intégrer. Donc c'est le signe que ce CCS marche très bien. Et on souhaite poursuivre ça. Et simplement, on a eu quelques retours sur les clubs seniors. Là, bah, on a un peu un problème alors, qui est qu'il y a de moins en moins de clubs seniors. Et on a essayé de discuter avec les représentants, hein, mais pourquoi? Alors il y a, comme dans toutes les associations, dans tous les groupes, quel que soit les âges, il faut des bénévoles. Donc ça, l'action, alors on va essayer de discuter, de motiver, mais en fait en creusant un peu plus, on remarque que derrière il y a aussi un besoin de salles.
Et que parfois, simplement, ça démotive, on dit oui, mais on n'a pas réussi à avoir... Et il y a une salle qu'on a identifiée, on a discuté avec les représentants de ces clubs qui trouvent ça pas mal. C'est une salle qui vient tout juste d'être créée. C'est la salle d'activité de la bibliothèque. Parce que, petit aparté, 2,8 millions de travaux dans la bibliothèque, il n'y a pas un mètre carré supplémentaire pour les livres. Juste fait une grande salle d'activité. Et ben, c'est une salle d'activité, elle est toute neuve, elle peut aussi servir. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est uniquement dédiée au club senior, mais comme beaucoup de salles, on pourra en parler après, c'est des salles qui peuvent aussi être mises à disposition. L'avantage, c'est qu'elle est assez centrale dans Saint-Ségrève. Et on en a une autre à Prédieu, donc c'est vrai que ça fait loin pour aller jusque là-bas. Donc c'est une possibilité. Puis après, on a plein d'autres salles qui peuvent être utilisées. Et justement, comme on parle de salles à utiliser, notre 5e engagement concerne l'anticipation du changement climatique. Alors on n'a pas voulu dans notre programme mettre tout un volet sur l'écologie, parce que tout comme on pense que l'écologie n'a rien à faire comme parti politique, l'écologie on en fait tous. Soit dit en passant, quand on regarde le bilan écologique qui a été fait ces 6 dernières années et ce qui a été fait avant, je suis désolé, mais on a un peu de mal à voir quel était vraiment l'apport écologique ces 6 dernières années. On a juste un exemple. Nous, on avait fait isoler tous les groupes scolaires. Alors, c'est pas bling bling, on n'avait pas fait toute une inauguration avec force drapeau. Par contre, c'est super efficace. Il restait un groupe scolaire à isoler. Le groupe scolaire Rachel. Et bon, il n'a pas été fait. En 6 ans, il n'a pas été fait. Ça, c'est efficace. Alors, ils ont fait les cours. Alors, on a voté sur les projets des cours. C'est pas des mauvais projets, mais pour nous, c'est pas réellement des projets écologiquement efficaces. Alors oui, il y avait du bitume, il y a beaucoup de poussière, mais c'est pas ça qui est efficace. Donc, nous, la première chose, c'est de lancer ces travaux sur l'école Roche-Plaine et continuer, parce qu'on a commencé avec les groupes scolaires, parce que c'est ça qui est le plus important. Enfin, c'est des bâtiments qui sont importants, mais il y a tous les autres. Il y en a certains qui ont été faits, mais c'est de travailler sur ce qui est vraiment efficace. Pour ça, on parle d'une écologie qui est pragmatique. Bah, c'est ça, c'est là où finalement le résultat est le plus intéressant, et pas forcément le plus bling-bling. Les groupes scolaires, on n'avait pas fait d'inauguration parce qu'on avait mis du polystyrène, mais c'est ça qui marche. Et donc on veut faire ces derniers travaux. Et en parallèle, on a aussi, quand on parle d'adaptation au changement climatique, on voit qu'il fait de plus en plus chaud. Ça, je veux dire, il n'y a pas de contestation possible, tout le monde le voit. Et on ne rentrera pas dans les débats, est-ce que c'est du climatique, du temps, enfin, on le constate. Donc on a d'un côté un volet sur comment on consomme moins pour atténuer, c'est pas merci. Et en même temps, il faut aussi qu'on puisse proposer à nos usagers ainsi qu'aux agents de la ville des endroits qui soient vivables. Quand on parle des usagers, on parle aussi des enfants dans les écoles. On voit que de plus en plus il fait chaud et des brasseurs d'air qui ont été utilisés, ça ne suffit pas. Souvent ils rajoutent des ventilateurs, donc en termes écologiques, je ne suis pas sûr que la consommation des ventilateurs, donc nous, notre engagement, alors en début on avait appelé ça le plan 24 degrés maximum, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'est un peu réducteur, parce que selon les endroits, ça peut être du 24, du 26. En fait, l'objectif, on a finalement appelé bâtiment fraîcheur, c'est d'avoir dans chaque bâtiment public un endroit qui soit rafraîchi. Et la technologie, en fait, c'est pas vraiment notre problème. C'est-à-dire que s'il faut mettre la clim, on ne s'interdit pas de mettre la clim. Et puis la clim, quand on voit les derniers rapports et les dernières technologies, c'est pas le diable, c'est des choses qui sont pas si consommatrices que ça. Et puis là où on peut se passer de la clim, je vais prendre un exemple, l'avant-scène. Vous avez tous vu l'avant-scène et fréquenté l'avant-scène l'été. On n'y meurt pas de chaud, il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de clim et ça marche très bien. Donc nous, notre vision des choses, c'est que on veut sortir du dogme, et c'est pas clim ou clim contre pas clim. Nous, on veut un résultat. Et la mission qu'on va donner bâtiment par bâtiment,
c'est de pouvoir avoir un espace qui est rafraîchi. Alors, encore une fois, un espace, on ne va pas forcément climatiser l'ensemble du bâtiment, parce qu'on sait aussi que ces épisodes de forte chaleur, ils ne sont pas forcément très très longs, mais c'est de pouvoir avoir un espace dans chaque bâtiment. Alors si on prend l'école, c'est le plus facile à imaginer, c'est un endroit dans une école où l'ensemble des élèves puissent se retrouver. On pense par exemple au préau, alors peut-être dans un mode un peu dégradé, mais entre faire cours tous dans la même salle pendant 1 ou 2 jours, ou alors en rotation pour que les élèves puissent travailler dans des bonnes conditions. Et on a cette salle qui est rafraîchie, et la même chose dans un peu tous les bâtiments, parce qu'on a des agents qui y travaillent toute la journée, on a des usagers qui viennent aussi, et il faut y penser. Et puis si je parlais des écoles, c'est que c'est pas tout à fait anodin. C'est qu'effectivement on nous dit oui mais les écoles finalement c'est que juin, alors même si je pense que maintenant ça va s'étaler de mai, juin et puis peut-être un peu septembre. Et oui mais il ne faut pas le raisonner comme ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette salle qui est rafraîchie, elle peut servir à d'autres. On peut ouvrir l'école, on parlait des clubs seniors, et ben là il y aurait 6 salles rafraîchies tout l'été dans lesquelles ils pourraient se retrouver. Et on connaît la difficulté pour des personnes, des publics fragiles, alors il n'y a pas que les seniors, mais face à la chaleur. Et donc là, on aurait ces endroits-là qui sont disponibles, il faut les utiliser. En engagement numéro 7, on a un engagement qui est pour nous important. Alors ils sont tous importants en fait, mais celui-là il est important parce que c'est quelque chose de nouveau à Saint-Égrève. C'est dynamiser l'économie locale et le commerce. Alors vous allez me dire, des commerces, il y en a déjà plein, ça marche bien, et c'est vrai. Par contre, quand on fait le tour des commerces, on a un son de cloche un peu différent. C'est que le lien entre le commerce et la ville, il est très très complexe, et voire conflictuel. Et ça nous semble quand même un peu problématique. Et quand on parle du lien entre la ville et le monde économique, alors là pour le coup, il n'y en a aucun. Et c'est un peu historique aussi. On n'a pas de service économique à la ville, on a une personne qui fait ça très très bien, mais une demi-personne en plus qu'elle a mis temps sur ce poste-là. Et on n'a pas en tout cas là, on n'a pas d'adjoint au commerce. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est créer un adjoint à l'économie et au commerce. Et son rôle, ça va être, je dis, tu n'auras pas d'agent, tu n'auras pas de service qui va travailler avec toi. Mais c'est pas grave, parce que ce ne sera pas ça ta mission. Ta mission, c'est d'aller voir tous les chefs d'entreprise, tous les commerçants, et de recréer ce lien et ce réseau. Pas de les inviter à la ville, parce que de toute façon, c'est les premiers à nous le dire, mais de faire de la réunionnite, ça ne marche pas. Enfin, on invite tous les chefs d'entreprise à venir faire une réunion à la ville, ils sont 50, et on leur met un grand PowerPoint pour leur dire à quel point la ville est belle. Ça ne sert à rien. Donc son job, ça va être d'aller les voir. Et alors, il y a créer ce réseau, mais après, l'intérêt, c'est ce qu'on en fait. Et on a identifié, alors on en parlera après sur le sport, mais on a identifié que le sport a besoin de financement. Et on leur a dit, nous, ville, on ne va pas baisser le financement du sport, mais on sait que le besoin de financement du sport, il est croissant. Et les financements publics ne vont pas l'être. Par contre, il y a une autre source de financement qui est possible via le sponsoring. Et ils nous disent, oui, mais nous, quand même l'USSE, c'est une très grosse association, on a découvert là, que c'était la deuxième plus grosse association de Rhône-Alpes. C'est énorme l'USSE. Et bien même quand l'USSE va voir des grosses entreprises là, ils leur disent, oui, mais quel est notre intérêt? Vous êtes finalement une petite association locale. Voilà, nous, juste quand on arrive à tirer un bon d'achat de 300 €, on peut considérer qu'on a eu le jackpot. Je dis oui, mais en fait, vous n'êtes pas le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, c'est la ville. Parce que ces grosses entreprises, elles ont des liens avec nous. Elles viennent nous voir quand elles font des travaux d'extension, elles viennent nous voir quand elles ont des besoins il y a toujours plein de relations avec la ville, et les relations sont pour l'instant très techniques, parce que leurs besoins sont très techniques. Et là, en mettant un adjoint qui va les voir, qui va voir non seulement les représentants qui sont là, mais sur des très grosses structures, on a souvent besoin d'aller jusqu'à Paris pour voir les décideurs. Et quand on a des discussions avec eux, leur dire ok, votre projet d'agrandissement, votre projet de travailler sur tel. Ok, on peut en parler. Par contre,
ce serait bien aussi que si on discute, que vous alliez voir l'USSE handball, l'USSE pétanque, l'USSE, parce qu'eux, ils ont un besoin de sponsoring. Et encore une fois, c'est des choses qui se font très bien dans d'autres territoires. Et quand il y a des liens comme ça entre le monde économique et la ville, ça permet beaucoup de choses. Et on imaginait aussi une autre possibilité, c'est qu'on a des équipements à Saint-Égrève qui sont des équipements sportifs, on en a plein. Parfois, il y en a certains qui sont un peu vieillissants. Alors, on pense notamment au boulodrome. Le boulodrome, il y a pas mal de travaux à faire. Et quand on discute avec les boulistes, alors ce que je vous dis, c'est grosse maille, c'est à affiner, mais quand on discute avec les boulistes, ils nous disent, nous, le boulodrome, on l'utilise 6 mois par an, même peut-être pas 6 mois, parce que le reste, quand l'été, on va dehors, on n'a pas besoin d'être à l'intérieur. Et par contre, ce boulodrome, il faut le reconfigurer. Alors, on a déjà vu, on a fait des plans, et puis si on met ça ici, est-ce que vous avez besoin de la buvette? Oui, c'est sacré la buvette. La buvette, on va la mettre comme ça, et puis on pousse ça là. Et quand on regarde le bâtiment, on dit oui, mais c'est quand même des travaux gigantesques. Et on me dit, mais si ce bâtiment-là, vous ne l'utilisez pas pendant 6 mois, si on demande à Raymond, Leroy Merlin, d'en financer 50% et qu'ils peuvent l'utiliser 50% du temps, est-ce que vous y voyez un inconvénient majeur? Dire non, même s'il y a une grosse banderole publicitaire qui fait tout à l'avant du bâtiment, mais qu'en plus, en contrepartie, on a un bâtiment tout rénové, nous, ça nous va très bien. Donc, encore une fois, ça c'est discuté sur un coin de table, mais c'est des choses qui se font et c'est des choses sur lesquelles chacun est gagnant-gagnant. Et le monde économique a aussi, quand on discute avec eux, ils ont aussi cette volonté de plus s'intégrer dans la ville. On a beaucoup d'entreprises là, qui sont venues s'implanter, que vous connaissez certainement pas du tout. Et quand on discute avec ces chefs d'entreprise, ils disent nous on est un peu déçus parce qu'on n'est pas du tout connu à Saint-Égrève alors qu'on est là. Peut-être que maintenant vous commencez à la connaître, mais il y a PhotoWeb qui est là depuis un moment, qui est connu dans la France entière. Et en fait, c'est là. Alors c'est un peu dommage parce que quand vous achetez quelque chose chez eux, ça part à Lyon et c'est bien. Pareil, ça c'est quelque chose. Ça va être une démission. Alors ça va être un peu difficile, mais c'est une démission de la personne qui sera chargée de ça, de dire est-ce qu'on ne peut pas avoir un guichet pour venir chercher directement, parce que beaucoup de monde, moi le premier, qui serait ravi de pouvoir, question écologique, finalement là on est dans l'écologie très pratique, si ça peut éviter de passer par Lyon-Chambéry, quand on suit ça fait quand même tout un chemin. Mais pour ça il faut se parler, et il faut pouvoir avoir ces liens. Donc, la création de ce réseau d'entrepreneurs, de ce réseau économie, c'est aussi ça, c'est de pouvoir tisser tous ces liens. Alors on a parlé du sport, justement. Alors, on a beaucoup discuté avec le monde sportif. En fait, ça fait un moment qu'on discute avec eux. Ça fait un moment qu'ils nous disent, il nous manque un gymnase. On l'avait déjà mis en 2020, parce que c'était déjà un besoin en 2020. Et donc pendant 6 ans, le maire nous a dit non, il n'y a pas besoin de gymnase. Après, ça s'entend, c'est une décision politique. Il y a quand même besoin d'un gymnase, même s'il dit le contraire. En fait, c'est assez simple, c'est qu'on a des clubs qui sont très actifs à Saint-Égrève, qui font beaucoup de choses, et qui n'arrivent pas, ne serait-ce que dans leurs activités, à pouvoir proposer tout ce qu'ils veulent proposer. Donc ils ont besoin de créneaux supplémentaires. Mais il y a encore autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'activités nouvelles qui veulent s'implanter à Saint-Égrève, qui vont voir l'USSE, et l'USSE est obligé de leur dire non, déjà on ne peut pas faire ce que nous on veut. Donc des activités nouvelles, non, enfin, on peut pas. Oui, on aimerait beaucoup, votre projet est intéressant, mais on sait que ça ne marchera pas. Donc on dit non. En fait, quand on discute avec l'USSE, il leur faudrait 2 gymnases. Voilà, on va en faire un. Et on va rénover aussi le gymnase de la gare, parce que quand on lit le programme de Laurent Madieu, en fait c'est un peu ambigu, il veut rénover le gymnase de la gare. Alors l'agrandir un petit peu, mais ça reste le gymnase de la gare qui avait des créneaux et qui retrouve ces créneaux. Il faut des créneaux supplémentaires. Et puis quand on discute avec l'USSE, avec un peu tous, ils disent on a beaucoup d'équipements sportifs à Saint-Égrève qui sont très bien, mais qui ont un petit défaut, c'est qu'ils sont très excentrés. On parle notamment des Brieux, il y a un gros complexe sportif au Brieux, et on a pas mal de personnes qui ont du mal à venir jusque là-bas, notamment des personnes âgées. Quand on veut faire
activités pour les personnes âgées, bah, aller jusque là-bas, c'est une contrainte. Mais quand même, si vous pouviez implanter ce gymnase sur un lieu un peu mieux desservi, on a dit bah, ça tombe bien parce que en fait, ce gymnase, on sait déjà où on va le mettre. Et on a déjà fait des travaux préparatoires. Alors, en fait, le gymnase en question, c'est à l'espace Robert Fiat. Si vous devez certainement tous connaître l'espace Robert Fiat. En fait, quand vous rentrez dans l'espace Robert Fiat, il y a une petite entrée un peu en coude comme ça, et puis il y a une grande baie vitrée qui est un peu particulière. On se demande ce qu'elle fait là. En fait, elle est là parce que il était déjà prévu dès la construction de l'espace Robert Fiat la possibilité d'avoir un gymnase derrière. C'est-à-dire que tous les réseaux en dessous sont prêts. Le foncier, il est déjà là. C'est-à-dire qu'il est vide. Donc il n'y a plus que. Alors après, il y aura une question très pratique. C'est il y a un parc à chiens, donc il va falloir trouver où on le met ailleurs. Mais on a de la place à Saint-Égrève. On évitera de mettre des pics au-dessus parce que. Ça blesse les enfants. C'est pas une bonne idée, mais on retrouvera le besoin. Mais le gymnase, et puis en fait, ce gymnase, il est pas mal, il est situé à côté de tous les services publics, pas très loin d'arrêt de tram. Et puis un autre truc, c'est qu'il est situé pas très loin du club de rugby. Et pareil, quand on discute avec le club du rugby, ils disent nous, on a besoin d'un petit local de stockage que la ville refuse de nous faire. Est-ce qu'on pourrait avoir dans ce nouveau gymnase un petit local juste pour stocker si on construit un nouveau gymnase et qu'il est à côté de chez nous, on va bien trouver un petit endroit pour y mettre du matériel. Ils m'ont montré leur local, effectivement, c'est blindé. Et ça appelle une dernière chose. On nous a posé des questions dessus, on a mis équilibrer le sport loisir et la compétition. Et en fait, c'est une notion qui est assez importante. J'en étais pas conscient il y a quelques années où, pour moi, le rôle de la ville était surtout de favoriser le sport loisir. On s'adresse aux habitants de Saint-Égrève, donc c'était surtout sport loisir, c'est quand vous faites des cours de natation, des cours de sport, quand les enfants vont dans ces clubs-là. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que dans les clubs sportifs, ils disent oui, le sport loisir c'est important, mais le sport compétition, il nous amène beaucoup de choses. Et en fait, c'est tout simple, mais les enfants qui font de la compétition, leurs parents sont beaucoup plus impliqués. Parce que quand on a un enfant qui fait de la natation en compétition ou qui fait du volley sur un niveau de plus en plus haut, les parents s'impliquent. Et les clubs, ils sont portés par ces bénévoles-là. Et si on délaisse le côté sport compétition, en fait, on dégarnit les clubs. Et ils nous ont beaucoup alerté là-dessus, sur comment on garde l'équilibre. Alors, il faut arriver à avoir un certain équilibre. Donc, on discutait avec eux quel est le bon niveau. Et ils disent, ça se voit au sport. Chaque sport est un peu différent. Mais il faut avoir à l'idée que, oui, le sport compétition, ça coûte plus cher. Ça, il n'y a pas photo. Mais c'est lui qui va tirer aussi tout le volet sport loisir qui est à destination des Saint-Égrève. Donc il faut arriver à garder ça. Et quand ils nous parlaient de leur local où ils gardent le matériel, c'est beaucoup pour la compétition. Et nous, on nous demande de passer dans des niveaux supérieurs. Passer dans des niveaux supérieurs, c'est avoir du matériel, pouvoir accueillir d'autres clubs pour des compétitions, des matchs. Et voilà. Donc il faut qu'on doit accompagner tout ça. Et bon, comme on a un gymnase qui va se construire juste à côté, c'est parti. Et comme on parle de sport, on a un 8e engagement sur la jeunesse. Et alors, je vous parlais tout à l'heure du PASSIO et du service jeunesse qu'on a complètement créé de zéro. C'est un service qui a été créé, il n'existait pas en 2008 et qui fonctionne très très bien. Alors, les retours qu'on a sont tous assez unanimes. Vous avez peut-être entendu parler du BTR Show, du tremplin Jeunes Talents. Et en fait, l'idée à l'époque, c'était qu'on avait des jeunes 12-15 ans qui sortaient du collège et qui parfois n'avaient pas beaucoup de solutions qui leur étaient proposées. Et nous, la mission qu'on a donnée à ce service jeunesse, c'est de pouvoir les capter et leur proposer des choses. Alors la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a construit un bâtiment sur le chemin du collège. Parce qu'ils sortaient du collège, et le PASSIO, il est sur le chemin du collège d'un certain nombre de jeunes.
Et au début, on a mis une salle avec un billard, un baby-foot, et il y avait un troisième truc, je sais plus. Et en fait, ils venaient là, après la sortie du collège, et ils venaient là pour passer du temps ensemble. Et au fur et à mesure, on a mis quelques services autour. Il y avait de l'aide aux devoirs, il y avait des animateurs qui étaient là pour les aider à faire leurs devoirs. Et puis au fur et à mesure, de leur proposer des choses, de monter des projets avec eux. Et ils ont, au fur et à mesure, construit une offre qui est assez importante et sur lequel aujourd'hui on a un service qui tourne très bien. Et pareil, en discutant avec eux, ils nous disent ce truc-là, ça marche très bien, il ne faut pas le toucher, il répond encore très bien. Par contre, on a un trou dans la raquette, c'est que là où il y a 10 ans, on avait peu de public, 15-25, parce qu'ils allaient à Grenoble, ils partaient faire leurs études, on en a de plus en plus. Et on a la même question qu'il y a 10 ans, où ces jeunes-là, ils sont un peu désœuvrés. On n'a pas beaucoup de réponses. Il y a tout un tas d'activités organisées, mais de simplement, comme le pôle jeunesse faisait, de leur proposer un billard, un baby-foot. Là, il n'y a pas cette réponse et ils ne viendront pas dans un endroit où il y a des jeunes plus jeunes. Donc nous, notre réponse à ça, c'est autant une formule qui gagne, on va la continuer, mais sur une tranche d'âge un peu plus élevée. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça pousser les murs du pôle jeunesse. C'est pas, on ne va pas construire un plus grand pôle jeunesse. Par contre, on va leur demander d'aller chercher ces jeunes-là, de leur proposer des choses. Alors on a commencé à imaginer, on sait que c'est des jeunes qui ont à cette tranche d'âge-là, besoin aussi d'un peu d'isolement. Et donc on était en train d'identifier des endroits sur la commune où on pourrait les mettre seraient un peu isolés, on peut leur donner un mur et ils peuvent faire des graphes. Et puis ça peut être un point où ils se retrouvent. Et puis il y a nos animateurs qui se trouvent par là et qui peuvent leur parler, leur proposer des projets. C'est comme ça qu'on avait monté les chantiers jeunes, vous savez, qui permet à des jeunes justement de se payer leurs premières vacances. Et c'est en les rencontrant qu'on avait monté ce dispositif qui marche très bien et qu'ils ont poursuivi et tant mieux. En fait, c'est en discutant avec eux, parce on voit aussi que les jeunes évoluent très très vite. Donc ce qui marche une année peut ne pas marcher quelques années plus tard. Donc il faut qu'on ait des agents qui soient là-bas, des animateurs du pôle jeunesse qui soient là-bas et qui soient à leur contact. Puis on a 2 derniers engagements, un qui va certainement bien vous parler, qui est aussi très simple, c'est ne pas augmenter les impôts. Alors c'est quelque chose effectivement sur lequel on a beaucoup réfléchi. On connaît la situation de la ville de Saint-Égrève, on connaît aussi la situation du reste de la France et de ce qui peut arriver. Et on a basé notre estimation, enfin c'est même pas une estimation, c'est un engagement, sur la connaissance de Saint-Égrève. On sait qu'aujourd'hui à Saint-Égrève, on a les moyens, on a des finances qui sont très saines. Alors, il faut rétablir quelque chose. Quand on dit oui, on a baissé la dette, alors il n'y avait pas de dette en 2020. En fait, ça coûtait plus cher de rembourser la dette que de continuer à rembourser les mensualités qui étaient peanuts. Donc il n'y avait pas de dette, donc ils ont laissé pas de dette. Ce qui n'est même pas vrai, puisqu'ils ont rajouté 2 millions de dettes en achetant le champ à tout. Bon. On va dire que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave de ne pas baisser de dette. Par contre, on sait qu'on a des finances qui sont encore saines. Peut-être que Jean-Jacques, tu peux en dire un mot. Moi, je dirais, 2 chiffres, je ne vais pas donner les chiffres toute la soirée. Le premier, c'est sur l'épargne brute. L'épargne, en fait, c'est la différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Au passage, de par la loi, vous devez avoir des dépenses plus faibles que les recettes. Et donc, en fait, cette épargne, en 2020, ils ont pris effectivement la mairie, elle était à 4 millions d'euros par an. Ce qui, en ratio par rapport aux recettes, faisait 14%. C'est d'ailleurs la moyenne nationale, 14%. Quelle est la situation aujourd'hui? On est à moins de 2 millions d'euros par an. Donc, quand on dit maîtrise en fait des dépenses, non. On est tombé à 6% de ratio épargne sur recette.
cette épargne, c'est ce qui nous sert en partie pour financer les investissements. Bon, ça c'est le premier point. Et ces chiffres, ils sont indiscutables. Hein. Je peux vous donner les sources. C'est en fait les budgets primitifs, les comptes administratifs, le compte financier unique de 2024. Passer du temps dessus, un exercice intéressant, ça prend un peu de temps, mais qui vaut la peine d'être fait. Deuxième chiffre, le fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est le fonds de roulement? C'est l'épargne, justement, qu'on a accumulée et qu'on n'a pas dépensée. Avec, en fait, deux objectifs. Pourquoi on observe un fonds de roulement? Petit 1 en cas de coup dur, parce que vous savez, les coups durs, ça arrive, il paraît. C'est de plus en plus souvent d'ailleurs. Et puis, deuxième objectif, c'est quand on a un investissement conséquent à financer, ben, comme on a mis de côté de l'épargne pendant plusieurs années, on peut le financer. Tiens, l'avant-scène, tiens, l'espace Fiat. Bon, voilà. Et ce fonds de roulement, quand ils l'ont pris en 2020, il était à 14 millions d'euros. Certains disaient c'est élevé, etc. Ben oui, parce qu'il y avait quand même des projets conséquents. D'ailleurs, tiens, derrière la mairie, autour de la piscine, il y avait un projet conséquent. Et donc, voilà pourquoi le fonds de roulement, il était un peu élevé. Combien est-il aujourd'hui? Alors, les chiffres de 2025, on les attend, on les aura en juin. On n'est pas des imbéciles, on arrive quand même à faire des projections. Et quand on regarde, en fait, les budgets primitifs, ce qu'ils avaient donc prévus en termes d'investissement et surtout de financement de ces investissements, eh bien, ils tapaient dans le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement à fin 2025, on soit en juin exactement combien il est, moi, je peux vous dire qu'au mieux, il est à 5 millions d'euros, et au pire, il est à 3. 5-6 millions, vous me passerez, il y a de l'incertitude, c'est clair, tout dépend effectivement de la façon dont ils l'ont utilisé. Mais le pire, il est à venir, c'est qu'en fait, si vous prenez le budget primitif qui a été présenté au conseil municipal de décembre, là-dedans, en 2026, on prévoit encore de taper 4 millions dans le fonds de roulement. Donc je ne sais pas ce qui va rester à fin 2026. Deux choses comme ça, au passage, ils ne s'interdisent pas d'augmenter la taxe foncière. Point. Puis la deuxième chose, c'est que dans 2027, il faut réemprunter. Alors bon, c'est pas... on a le droit de réemprunter, mais bon, il faut quand même le savoir. Voilà, ce qui illustre bien que... Alors, je ne suis pas d'accord avec Benjamin, les finances, elles ne sont pas saines, elles sont nettement dégradées. Bon, c'est pas catastrophique, soyons clairs, on peut rattraper cette situation. Et on s'engage à la rattraper sans augmenter la taxe foncière. Voilà, je m'excuse, mais... Et notamment l'engagement qu'on a sur le fait de ne pas augmenter les impôts, c'est de voir les choses un peu différemment de ce qui est vu là, et notamment on le voit beaucoup à la métro, parce qu'à la métro, ils demandent sans cesse d'augmenter les impôts. C'est de voir les choses de la façon un peu comme quand vous gérez un budget, c'est-à-dire que vous avez 100, ben qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 100-là? Et s'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, eh ben on ne les fait plus. Et on ne va pas simplement dire, bah non, moi je voudrais faire pour 130, et ben je vais augmenter les impôts pour aller jusqu'à 130. Et donc c'est en partant de l'idée, et c'est quelque chose, quand je dis qu'on a partagé des valeurs quand on a constitué l'équipe, j'aurais dit, là aujourd'hui les finances nous permettent de ne pas augmenter les impôts. On sait qu'il va peut-être y avoir des choses un peu difficiles qui arrivent de la part de l'État, de baisse de financement. Et ben ça veut dire qu'il va falloir qu'on se pose la question de, comme on n'augmente pas les impôts, comment on fait? Et est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir réduire? On avait fait ça en 2010, je crois, où on avait demandé à tous les services de la ville de réduire de 10% leur fonctionnement. Ils l'avaient fait parce qu'on avait tenu et on leur avait demandé à tous de réduire de 10%. Est-ce que vous avez vu une crise d'austérité à Saint-Égrève? Je crois. Simplement, en fait, en resserrant un peu tous les boulons, en arrêtant tous les projets qui nous génèrent, on en parlera après, hein, mais si vous êtes hébergé quelque part, vous payez un loyer. En resserrant tous ces boulons, on arrive sans forcément de perte de service à réduire la volée. On avait notamment, je vous donne un exemple parce que c'est assez parlant, en faisant ce travail-là et en exigeant des services un résultat, on est arrivé à trouver des services à la population qui ne concernaient que 3-4 personnes. C'est quelque chose qui se faisait depuis toujours. Et bien, un exemple, c'était on permettait aux familles qui mettaient leurs enfants à l'école à midi de ne pas manger. Simplement, il y avait une garderie. C'est-à-dire qu'on gardait leurs enfants
pendant une heure, et il venait les chercher après, les faire manger. Donc c'est un service qui coûtait parce que ça demande de l'organisation, mais ça concernait 4 familles. Donc à ces 4 familles, on leur a dit non, on va arrêter ce service-là parce que il a pas de sens. Et en fait, en multipliant ce travail-là de coupe, on avait réussi à baisser de 10% les coûts de fonctionnement. Et quand on parle de coûts de fonctionnement, c'est ce que disait Jean-Jacques, c'est ce qui nous permet d'avoir les 4 millions d'euros par an. Là, on est passé à moins de 2. L'objectif, c'est de remonter à 4. Alors, c'est un peu technique, mais c'est ce qui permet ce qui nous a permis pendant très longtemps de ne pas avoir à emprunter pour autant de pouvoir financer les investissements. Donc, on a besoin de ce volant-là, parce que quand il est trop faible, ça demande, alors eux ils ont tapé dans le fonds de roulement, hein, mais sinon ça demande, une fois quand il n'y en a plus, d'emprunter et donc de créer de la dette. Et de la mauvaise dette, parce que lorsqu'on emprunte pour financer le fonctionnement de la ville, c'est que ça ne marche pas. D'emprunter pour faire un investissement, qu'on emprunte pour construire un bâtiment, ça a du sens, qu'on emprunte et puis le bâtiment il va durer un certain temps. Dès qu'on commence à devoir emprunter pour le fonctionnement, c'est que les choses vont mal. Et avant de vous parler de tous ces projets, il y a un dernier projet, un dernier engagement qui est pour nous important, comme tous, hein, mais celui-là, il rassemble en fait beaucoup de choses. On l'a appelé Saint-Égrève en Chartreuse. En fait, l'idée de ce projet, c'est il y a un point d'orgue qui est l'été, un festival, c'est le festival Saint-Égrève en Chartreuse. Alors c'est un festival qui n'est pas payant, il n'y a pas de barrière autour, il n'y a pas de parti politique, c'est ouvert à tous. Mais c'est pas ça le principal, c'est que c'est un point d'orgue de tout le travail qui est fait toute l'année. Et l'objectif, c'est, on parlait d'entreprises à Saint-Égrève que personne ne connaît. On a beaucoup d'associations aussi. On a le foyer de la FIPAIM, je ne sais pas si tout le monde le connaît, qui a aussi envie de s'ouvrir sur le reste de la ville. Et on en a plein des comme ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à créer des liens entre chacun pour que chacun monte un projet. Alors, on prend un exemple, mais si Leroy Merlin monte un projet avec la FIPAIM pour construire le support du feu d'artifice du festival, et ben pendant quelques mois, ils vont apprendre à se connaître et peut-être trouver d'autres affinités par la suite. Et puis, des projets comme ça, on va en multiplier pour connecter et relier des acteurs de la ville qui ne se parlent pas, parce que chacun est un peu dans son silo. On voit la vie active que ce soit des associations qui souvent ont plein de choses à faire, mais les entreprises c'est pareil. Les entreprises qui disent moi j'aimerais bien me connecter à la ville, mais j'ai pas le temps. Donc c'est aussi notre rôle d'aller les prendre par la main et leur dire tiens, on a un projet un peu tout clé en main, il n'y a plus qu'à vous y impliquer. Et peut-être que quand vous aurez discuté avec une école, avec une association, vous allez voir que vous pouvez faire encore plus de choses. Et ça, c'est pendant toute l'année. Et le point d'orgue, c'est ce festival où on en a déjà parlé aux commerçants. Alors ils imaginaient tout de suite, nous on va pouvoir faire le banquet, et puis moi tiens, je vais apporter le fromage, et puis tiens, si je faisais avec une école pour... Donc il y a déjà plein de choses qui gèrent, mais c'est assez intéressant de voir comment, quand on donne des informations comme ça, ceux qui pourraient être impliqués, et encore une fois, tout le monde peut l'être, tout de suite il y a des connexions. Et puis donc le point d'orgue sur un festival, encore une fois, ouvert à tous et gratuit. Donc voilà sur notre projet. Et puis avant de passer aux questions, vous avez peut-être reçu un tract. Alors on n'avait qu'un recto verso et on ne voulait pas le surcharger, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus. On parlait des finances. On a un certain nombre de sujets et de projets qui ont été menés là sur la ville, sur lesquels on a beaucoup de mal à comprendre l'intérêt. Alors c'est pas tant l'intérêt, mais c'est le montage. Je vais en prendre un, le maraîchage, en fait, qui est assez symptomatique de comment les projets sont menés et ce qu'on ne veut absolument pas reproduire. Et en fait, quand on parle de projet, c'est justement ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet. Prends le maraîchage, il y a quelques années, assez rapidement, ils nous ont dit voilà, on a acheté les terrains en haut des Brieux pour y faire du maraîchage, ça va être génial. Alors ça, c'est un leitmotiv à chaque fois, c'est ça va être génial. On dit pourquoi pas, le maraîchage, nous on n'est pas contre, mais quel est le projet, qui va venir, quel mode de financement,
Et puis nous, la seule chose qu'on vous demande ici, c'est un cheminement, parce que vous connaissez tous la rue des Brieux, à pied ou à vélo, c'est quand même dangereux. Et il y a beaucoup de jeunes notamment qui vont jusqu'au Brieux. Et bon, la réponse qui nous a été faite, c'est oui, mais c'est pas très grave, comme ça oblige les voitures à ralentir. On n'a pas la même vision des choses. Donc on leur a demandé un cheminement. Vous allez acheter 2 ou 3 hectares, possibilité de mettre un cheminement. On l'a jamais eu. Il n'est toujours pas là. Mais au fur et à mesure, il en rachète et on va faire du maraîchage. Bon, donc au début, ça devait coûter 200 000 €. Oui, 200 000 € pour du maraîchage. Bon, ça va donner, mais allez. Et puis, donc là, vous voyez, on en est à 800 000 €. C'est qu'en fait, à un moment, ils se rendent compte qu'il y avait des arbres. Il fallait les abattre. Après, ils se rendent compte qu'il y avait des animaux. Il faut une clôture. Alors, pour l'anecdote, ils sont allés voir les chasseurs. Alors, demandant, vous êtes expert des animaux, vous ne voulez pas nous mettre une clôture? Et donc, ils venaient de dire aux chasseurs que c'était des gens qui n'étaient pas convenables. Ils ne voulaient pas leur donner de subvention. Enfin, ils disent, nous, on ne veut pas parler aux chasseurs. Les chasseurs leur ont dit, bah, non. Donc, la ville a payé la clôture. Pour info, c'est 50 000 € quand même, la clôture. Après, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'eau. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on voit assez vite. Donc, on a creusé, alors quand on dit on, c'est que c'est la ville qui l'a payé, on a creusé un puits de 80 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 80 mètres. Après, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de local. Et que la maraîchère, elle avait besoin d'un local. Donc, on a construit un local. Encore une fois, un on, parce que on a construit un local pour 200 000 € avec un parking. Alors là, pareil, parce que des anecdotes, on en a plein. Mais l'anecdote du parking était pas mal aussi, c'est qu'on leur a dit, mais c'est quand même pas l'endroit le plus ensoleillé de Saint-Égrève pour faire du maraîchage. Mais pourquoi pas, ils nous ont dit qu'ils avaient fait des études. Et mais pourquoi vous mettez le parking sur la partie la plus ensoleillée de cette parcelle qui n'est déjà pas terrible? Et la réponse, encore une fois, tout ça c'est filmé, c'est en conseil municipal, c'est oui, mais si on l'avait mis au fond, vous nous auriez reproché de faire trop de routes. On est content de savoir qu'on influe sur le choix de l'emplacement du parking. Mais bon, au final, on a quelque chose qui devait coûter 200 000 et qui coûte 800 000, qui marche pas des masses, parce que je ne sais pas si vous y êtes allé, mais en tout cas là c'est fermé. C'est trop cher. Fin mai, c'est affiché. C'est fermé pendant 5-6 mois. 6 mois dans l'année. Au hivernal, c'est marqué. Il n'y a pas de légumes d'hiver. C'est fermé. Fin mai, C'est ouvert 3 mois. Ça fait 2 ans que c'est fermé. Oui, l'année dernière aussi. il n'y a pas 3 ans qui sont C'est marqué, il n'y a pas d'eau. Oui, non mais là-dessus, il y a 2 problèmes qui. Premier, c'est. Enfin, est-ce que n'importe quel artisan qui s'installe à Saint-Égrève faut réclamer 800 000 €? Enfin, pourquoi parce que c'est pas une activité municipale. Ça aurait été une ferme municipale. On peut se poser la question, effectivement. C'est un choix qui aurait pu être fait. C'est pas, là, c'est un privé, un professionnel qui a son activité. D'ailleurs, nous, dès le début, on leur a demandé, mais c'est quoi le business plan? C'est un mot qu'ils avaient un peu du mal à entendre. On dit, mais c'est quelqu'un qui va vivre de son travail. Donc, combien vous lui louez le terrain? Quelles ont été ses prévisions? Alors, au début, parce que ça a duré 5 ans, hein, l'histoire, au début, dans la convention, elle devait fournir les cantines. Elle devait accueillir les écoles sans arrêt. Elle devait... Enfin, il y avait plein de choses. Puis, au fur et à mesure des années, non, mais ça, elle ne pourra pas. Non, mais ça, elle ne pourra pas. Ah oui, mais ça va coûter plus cher. Ah, mais ça, non, mais plus cher. Et on arrive à un projet qui nous pose beaucoup de questions sur le fond. Et puis ça pose aussi une autre question, et là j'en ai discuté avec la vice-présidente de la métro en charge de l'agriculture. Je lui dis, mais nous, dès le début, ça nous a posé un très gros problème, c'est qu'il y a plein d'agriculteurs. Ils disent, mais pourquoi, non mais autour dans l'agglomération, et qui disent, mais pourquoi elle, on lui donne 800 000 € et nous non? Et c'est un vrai problème qui est remonté à la métro, et ça, il faut vous dire qu'au service agriculture de la métro, pour eux c'est un truc à gérer, parce que Saint-Égrève fait partie de la métropole, le maire de Saint-Égrève fait partie de l'exécutif métropolitain, donc ça brasse un petit peu, et effectivement on se pose la question. Mais alors, des projets comme ça, on en a d'autres, hein. On a le siège de la LPO à Champaliot. Donc là, c'est pareil. Même schéma. C'est-à-dire que très vite, ils nous ont dit on achète ce terrain, 2,2 millions déjà, 2,2 millions.
Et notre intervention au conseil municipal, ça a été, mais pourquoi quel est le projet? Nous, au début, c'était on veut faire des jardins partagés. On leur a dit 2,2 millions pour des jardins partagés, c'est cher, mais pourquoi pas à la limite, mais est-ce qu'on peut avoir un petit plan, ne serait-ce que combien vous voulez en mettre, parce que le terrain est immense, il y a une maison au milieu, mais il suffit de la démolir. Bon, oui, mais c'est combien la démolition? Et puis, pas rapidement, non, ça a pris 1 an, ils nous ont dit non, finalement on va garder la maison. Ok, vous allez mettre quoi dedans? Toujours le même truc, ça va être génial. Il va y avoir plein de vie. Il y a des associations qui vont venir, ça va être de l'activité, de l'animation. Vraiment, ça va être génial. Ok, mais combien c'est, les travaux, vous les évaluez à combien? Qui va venir? Parce que vous avez contacté les associations? Ah mais oui, elles sont toutes demandeuses. Donc 1 an plus tard, il n'y a personne qui veut venir. Parce qu'il n'y a pas de parking, c'est loin, et puis il y a d'autres salles qui existent. Mais on a déjà lancé les travaux. 1 million, je crois qu'on a 1,4 million maintenant, on dit à Champéret. Donc 1 million, et la maison est énorme, il y a 400 mètres carrés. Et elle était en cours de rénovation, les travaux étaient lancés. Et là ils nous disent non mais ça y est, on a trouvé, on va mettre la LPO. Bon, pourquoi pas. Nous on est allé voir la LPO, et j'ai eu la Ligue de protection des oiseaux. Et j'ai été reçu par le président et la directrice de la LPO, et je leur ai demandé mais qu'est-ce que... voilà, ils venaient à Saint-Égrève, pourquoi faire Là, on a entendu des choses, et plutôt que de spéculer, vient la source. Et donc, il paraît que vous venez avec 24 salariés. Ah non, il n'y en a que 19. Bon, mais il y a 5 stagiaires aussi. On arrive quand même à 24. Que ce soit des stagiaires ou pas, vous avez 24 personnels. Et comment vous allez interagir avec le quartier, est-ce que toutes les conférences, les ateliers vont pouvoir être menés au sein de... Non. Tout ça reste à Grenoble. Vous comprenez, Saint-Égrève, c'est loin, on ne va pas faire venir nos conférenciers là-bas, en plus il n'y a pas de parking. Franchement, j'étais un peu choqué parce que je ne pensais pas qu'il y aurait de discours. Mais ça a été, on ne viendra pas à Saint-Égrève parce qu'il n'y a pas de parking, c'est isolé, et Grenoble c'est quand même plus classe. Donc toutes les conférences restent à Grenoble. Et nous, on héberge les 24 salariés. Et puis dans le projet, alors pareil, la convention au début, elle a bien évolué. Au début, dans le projet, parce que je vous rappelle, il y a 400 mètres carrés de surface, sur plusieurs étages, il doit y avoir une salle polyvalente pour le quartier. Et au fur et à mesure, la salle polyvalente a disparu. Et c'est devenu une salle de réunion de la LPO qu'elle peut mettre à disposition du quartier s'il en fait la demande. Et aujourd'hui, c'est ce fonctionnement-là, donc on a discuté avec l'Union de quartier de Champagne-Verte, on a dit oui, quand on veut avoir cette salle, il faut qu'on demande à la LPO, qui nous dit oui ou non, et c'est selon le bon vouloir de la LPO. Et rien que ça, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, l'Union de quartier de Champagne-Verte nous dit, mais ils sont chez eux. Déjà, quand on arrive et quand on prend cette salle, c'est souvent dans un état un peu lamentable, et il faut que nous, on fasse le ménage. Et on est... la dernière fois, il y avait des représentants du quartier de Champagne-Verte qui nous ont bien confirmé et les relations, en fait, ils sont chez eux. Et ça nous pose quand même un gros problème. Ils ne sont pas chez eux, ils sont chez nous, on les loge. Et la petite subtilité qui reste, c'est que dans la dernière convention, on a appris ça, ils sont logés gratuitement. Ils ne payent aucun loyer. Alors, on nous dit, mais si, ils payent 10 000 € par an. Alors, c'est vrai, c'est les charges. Sur un bâtiment de 400 mètres carrés, c'est le ratio normal, hein. On paye l'eau et l'électricité, ce qui est quand même un minimum. Donc non, ils ne payent rien, ils ne payent pas de loyer, simplement ils remboursent les charges. Ça paraît quand même assez normal. Enfin, ceci dit, eux on leur fait payer les charges, la fête du travailleur alpin, on leur fait rien payer. Donc là-dessus, nous, encore une fois, quelle association, quelle entreprise, parce que c'est même pas une forme associative, mais ça devient quasiment une entreprise. Quelle entreprise peut demander à Saint-Égrève 400 mètres carrés comme ça, tout neuf, parce que c'est des locaux qui sont tout neufs. 400 mètres carrés gratuitement, et puis après, des anecdotes, on en a plein. Mais là, il y en a 2 qui sont intéressantes. C'est que, en plus de tout ça, le maire nous dit on va leur donner 300 000 € supplémentaires parce qu'il y a un bout de jardin, il faudrait qu'il l'aménage. Pardon ? À 30 mois, pardon. C'est tellement. Et 30 000, non, ouais, 300 000, c'était 30 000 €. Donc ils ont 30 000 €
pour aménager un bout de jardin. Alors, pareil, en conseil municipal, c'était un peu flou, mais c'est un truc qui est privatif. Oui, oui. Ah non, finalement non. Enfin, ils n'en savent rien. C'est un bout de jardin chez eux, donc ils vont aménager. Alors, ce sera certainement très bien aménagé. Mais pourquoi c'est encore à la ville de Saint-Égrève de payer ces 30 000 euros supplémentaires? Et la deuxième anecdote qui est quand même un peu piquante, c'est que après tout ça, on a eu un conseil municipal où il y a une association Saint-Égrévoise qui est venue en conseil municipal en disant on aurait besoin d'une subvention parce que on mène des activités, on a demandé à plein de structures de nous accompagner et la LPO qui a répondu, il nous demande 1 000 euros pour animer une journée. Et donc on s'est regardé quand même, on a dit mais grosso modo, on vient de mettre 4 millions pour les loger. Et là, pour animer un truc pour une association Saint-Égrévoise, ils demandent 1 000 euros supplémentaires. Alors que dans la convention, pareil, le maire lui, mais la convention, il y a plein de choses. La convention, on l'a lu. Bon, déjà, elle est écrite n'importe comment, parce qu'on peut la faire tomber du jour au lendemain, tout qui se contredit. Mais il n'y a surtout rien de concret. C'est-à-dire que dans les obligations de la LPO, il y a faire de l'animation. Une convention, c'est on demande à ce qu'il y ait 5 jours d'animation, qu'il y ait. Enfin, c'est chiffré. Là, il n'y a rien, c'est faire de l'animation. Oui, faire de l'animation, il suffit qu'il y ait un animateur qui sorte et qui gesticule, il a fait d'animation. Il n'y a rien rien dans cette convention. Il n'y a aucune contrepartie qui est exigée. Et d'ailleurs, la LPO l'a bien compris, parce qu'ils ont dit, bah, nous, tant qu'on ne nous demande rien, et on a bien compris qu'eux ne leur demanderaient pas grand-chose. Après, bon, on pourra répondre à des questions, mais tout bête, hein, pareil, tout le monde nous en parle, on parle de l'éclairage et des poubelles. La disparition des poubelles, ça nous a quand même coûté 270 000 euros. Parce qu'ils ont remplacé. Alors, pareil, le maire essaie de jouer sur un truc, on dit c'est une obligation nationale. C'est pas tout à fait le cas. En fait, l'obligation nationale, c'est d'avoir des poubelles de tri. C'est pas de supprimer toutes les poubelles. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu remplacer les poubelles existantes par des poubelles de tri. Il n'y avait aucune obligation de supprimer toutes les poubelles. C'est une interprétation des choses. Et derrière, on dit oui, mais ça permet de faire des économies de fonctionnement. Alors, d'une part, on considère que c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies de fonctionnement. Et puis d'autre part, c'est même pas des économies de fonctionnement parce que, on discute un peu avec les agents, on les connaissait bien. J'étais élu au service technique, donc je les connais bien les agents. Et ils disent, en fait, avant, on faisait le tour des poubelles et on enlevait les sacs. Maintenant, il n'y a plus les sacs, il n'y a plus les poubelles, mais c'est sale. Alors, je pense que tout le monde a constaté, la ville est sale. Donc maintenant, il faut qu'on se baisse et qu'on ramasse tout ce qui est par terre. Donc en termes de temps, on n'a pas forcément gagné. En termes de pénibilité, je vous laisse imaginer. Donc voilà, ça nous a coûté 270 000 euros. Alors, il y a eu des subventions, mais grosso modo, c'est 270 000 euros d'argent public qui ont été mis là-dedans pour un service beaucoup moins important. Et puis, la dernière chose dont on voulait parler, parce que Jean-Jacques en a parlé, c'est le site de l'ex-piscine des Mailles. Et là, franchement, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que c'est un terrain, alors la piscine s'est arrêtée en 2020 pour passer sur la nouvelle piscine. Donc jusqu'en 2020, elle était en activité, et nous, on avait lancé une étude qu'on peut faire de ce site-là. Sachant que dans l'étude, on avait donné comme mission de partir de la maison Borel jusqu'à l'espace Robert Fiat. Alors, qu'on se mette d'accord tout de suite, l'idée c'est pas de toucher à la maison Borel, ni à l'espace Robert Fiat, mais c'est en fait de mettre tout ça dans dans la même étude pour qu'il y ait une unité architecturale. La maison Borel, elle est magnifique, on l'a gardée. Mais simplement de l'inclure dans l'étude, permet de dire, tiens là il y a ce bâtiment qui est comme ça. Quel est l'éventail des possibles sur cette espèce de croissant qui passe derrière la mairie. Et l'étude a été rendue à l'équipe de Laurent Amadieu en mai 2020, après les élections de 2020. Donc nous, on n'y a pas eu accès. On lui a toujours demandé, mais il y a quoi dans cette étude? Parce que finalement, c'est pas politicien. L'étude, elle dit on peut faire ça, on peut pas faire ça. Après, eux, ils peuvent en avoir une interprétation, nous une autre. De toute façon, c'était eux qui étaient au courant. Elle dit, ils ont le rendu de l'étude, ils ont le foncier, parce que sur tout ce terrain, il n'y a que du foncier ville, donc il n'y a pas de terrain acheté.
ils ont les finances, vous vous rappelez, les 14 millions, ça va à ça. Ils ont les moyens de faire quelque chose. Et il n'y avait pas d'autres gros projets qui étaient en cours. Donc ils avaient vraiment, moi je me dis bah, c'est dommage parce que là ils vont faire quelque chose, enfin ils peuvent vraiment faire quelque chose de très bien. Ah bah, on est en 2026 et il ne s'est rien passé. Enfin pas tout à fait, c'est-à-dire qu'à la fin ils ont fini par se dire bah là il faut qu'on fasse quelque chose quand même, mais on n'a plus le temps. Donc simplement on prend le terrain de la piscine, on le vend à un bailleur social et il va mettre un immeuble dessus. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire qu'à la place de la piscine il y a un immeuble. Et pour nous, c'est un peu catastrophique parce que tout ce terrain-là, il y avait beaucoup de choses à faire. Et encore une fois, il y avait l'argent pour le faire. Et il y a une autre problématique, c'est qu'à juste à côté, vous connaissez peut-être l'espace Visancourt. Pour les anciens Saint-Égréois, c'était l'ancienne caserne de pompiers. Aujourd'hui, c'est un espace associatif. Dedans, il y a pas mal de salles. Ce bâtiment, il est, au-delà d'être très vieux et pas très bien isolé, il est surtout bourré d'amiante. Et alors l'amiante, tant qu'on n'y touche pas, c'est pas problématique. Par contre, dès qu'on commence à percer un trou dedans, là ça devient catastrophique. Donc pour déconstruire ce bâtiment, ça se compte en centaines de milliers, voire en millions. Juste pour le déconstruire. Ne serait-ce que dire, on l'enlève et on met du terrain vague à la place, ça coûte plusieurs centaines de milliers, peut-être le million. Donc, à traiter tout seul, vous imaginez bien le truc, c'est pas possible. On peut pas, la ville ne peut pas se dire bah, on va mettre juste 1 million pour déconstruire le bâtiment. Et donc dans ce projet-là, on voulait justement que tout soit inclus pour avoir un projet global et peut-être dire bah, dans l'économie du projet, on sait que ça va être à déconstruire. Et ben on peut l'inclure dans l'économie du projet, voire avec un constructeur qui fasse le reste, dire bah, voilà, comment on peut mutualiser les coûts pour prendre en compte cette verrue, parce que c'est une verrue. Et puis, vu qu'on parle de l'ensemble du terrain, on peut imaginer de faire passer la route à un autre endroit, on peut imaginer que le parking qui est derrière, on a discuté avec le RCCN, le club de rugby, eux ils ont eu plein d'idées en tête aussi de comment réaménager les choses, mais tout ça, ça n'a jamais été posé sur la table. Tout ça, ça n'a jamais... Après, on peut prendre des décisions, dire voilà, telle option, oui, mais ça coûte un peu plus cher. Après, on arbitre. Il n'y a jamais eu de plan comme ça. Dans ce qui a été présenté aux riverains, c'était uniquement le bâtiment. Et en tout cas, nous, on a souvent demandé, on n'a jamais rien eu. Mais de toute façon, même s'ils ne voulaient pas nous en parler, il n'y a jamais eu aucun projet. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette verrue qui reste. Et un bâtiment, un bailleur social qui va mettre un bâtiment sur la piscine. Tout le reste, ce sera à traiter plus tard. Alors, un peu comme d'habitude, les trucs ne sont pas super bien montés. Il y a une petite faille, c'est que ils ont, sur Jean-Jacques pourra en parler, mais ça fait beaucoup de chiffres. En fait, on a fait des petits comparatifs. Le terrain, il fait, je sais plus, 4530 mètres carrés. 4530 mètres carrés. Si on compare avec un autre terrain qui s'est vendu pas très loin, le 21 rue Général de Gaulle, si on fait les ratios, ce terrain-là, il est valorisé à 1,7 million. C'est très grand. Bon, ils l'ont vendu 330 000. À ça s'ajoute quand même, il faut dire, la déconstruction de la piscine. Déconstruction de la piscine, c'est évalué, c'est ça qui est important, c'est évalué à 370 000. Donc grosso modo, le bailleur social achète un terrain à 700 000, alors que sa valeur est quand même... il y a un petit million de différence. Mais dans le contrat qu'ils ont passé, on dit oui, mais le promoteur s'engage à déconstruire la piscine pour 370 000 €. Mais si ça coûte plus, c'est la ville qui paye. Même réaction, c'est la ville qui paye. Alors, là où il y a la petite faille, c'est que c'est la ville qui paye. Après, c'est à la ville de décider si elle paye ou pas. On veut dire que pour nous, on va décider que la ville paye pas. Et vu que l'amiante qui est à côté, enfin, voilà, la piscine, elle a été construite aussi dans les années où on mettait beaucoup d'amiante, je prédis que le coût de déconstruction de cette piscine
sera supérieur à 370 000 euros et que le bailleur social ne voudra pas prendre en charge le surcoût. Ça, on verra. Mais vous voyez, des projets comme ça, il y en a plusieurs. Là, on a juste mis cela. Il y en a des plus petits. Alors là, c'est vrai que c'est des grosses sommes. Mais il y en a avec des sommes plus réduites, mais qui, mises bout à bout, commencent à devenir importantes. Voilà. J'ai parlé trop longtemps. Mais si vous avez des questions. Le projet, le dernier que vient de parler, on a une possibilité de l'enrayer ou de. Si, bah, c'est ce que je disais sur ne pas payer le surcoût qui est. C'est une des conditions suspensives. Moi, je reviens sur le Bisancourt. Oui. Il y a des activités sociales. Oui. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors, bah, c'est justement nous dans le projet qu'on avait imaginé, c'est de retrouver à la place de la piscine, retrouver des bâtiments qui puissent déjà retrouver à minima les surfaces qu'il y a à Bisancourt. Mais on peut imaginer des choses, la piscine est très grande, donc on peut imaginer quelque chose d'un peu plus grand. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, des espaces de coworking, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout à Saint-Égrève. En fait, déjà de se reposer la question, de poser aussi la question avec les gens qui sont autour. On est allé voir le club de rugby qui dit bah non, on est juste à côté. On nous a jamais questionné sur l'utilisation qu'on pouvait avoir de ces terrains, et on aurait plein de choses à dire. Donc, de repenser tout ce terrain, encore une fois, à partir du moment où on met un coup de pelleteuse et qu'on peut tout reconfigurer, et sur un très gros projet comme ça coûte moins cher, entre guillemets, ça s'inclut dans le coût d'économie du projet, de peut-être mettre la route qui passe un peu plus bas, de mettre le parking, de le positionner ailleurs. On peut imaginer d'agrandir le parking qui est en haut de la maison Borel, et que ça serve de parking aussi pour la mairie, et donc ça libère tout le parking actuel. Enfin, vous voyez, on peut imaginer plein de choses. Ce qui est regrettable, c'est que finalement, rien ne s'arrête parce que tout est entériné, si je comprends bien. Alors, alors, pas tout à fait. Il y a cette question du bâtiment sur lequel on a une possibilité de l'arrêter. Et puis tout le reste, en fait, pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'eux, ils ont simplement vendu le bassin. Oui, mais le projet est vendu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Pour le bailleur social, Ah c'est non, terminé. On peut essayer. Mais après, tout le reste, il y a... ce sera à traiter. De toute façon, cet espace Bisancourt, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est plein d'amiante. Donc ils ont laissé la patate chaude aux suivantes. Non, bah nous, ça, on ne veut pas le traiter. C'est trop compliqué. La réponse qui nous a été faite en conseil, en commission, c'est trop compliqué. Ce qui est certain, c'est que ça coûtera beaucoup plus cher que si ça avait été traité complètement. De toute façon, les locaux, actuellement, moi je les connais bien, c'est pas normal. Les water, il n'y a pas d'électricité, enfin c'est vraiment le chauffage. Quand on va dans le couloir, il fait froid, c'est vraiment une anomalie. Et alors ce que je ne comprends pas, mais ça vous pouvez peut-être expliquer, ça a été discuté au niveau du conseil municipal, tous ces projets. Donc, il n'y a pas eu d'obstruction pour. Ça a été avalisé. 6 voix contre 22. Nous, on a 6 voix, ils en ont 27. Donc, oui, on a dit qu'on était contre, on l'a écrit, on l'a filmé, on a fait une vidéo là-dessus, mais ils sont 27. Donc, ils nous ont dit, bah ouais, on n'est pas d'accord. Taisez-vous. Non, mais c'est un peu ça. Je crois qu'il y avait une question. Là, j'entends vos projets, là, vous parlez financier. Moi, c'est un projet là, qui me concerne beaucoup parce que j'habite juste à côté. Là, c'est bon sens que je parle. C'est-à-dire, cette pièce ici, elle s'est transformée là, depuis 3 ans en salle des fêtes. Donc, ici, ils reçoivent, moyennant une petite participation, plein de sortes de personnes qui, bien sûr, ne viennent pas à pied ou en vélo. Donc vous avez vu déjà juste pour stationner, on a à peine la place, nous, habitants, pour y aller. Donc je ne dis pas, moi j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai tout ce qu'il faut. J'avais déjà donné à l'époque. Et dans le bon sens, l'accès, ça c'est une chose, mais surtout moi où j'insiste, la sécurité.
Autour, là, on a des maisons Saturne. Donc, je ne fais pas un dessin. S'il y a un incendie, je ne vais pas aller. J'ai vu plutôt rappeler, par exemple, des incendies dramatiques. La bouche d'incendie est tout au fond là-bas. Et imaginez un camion pompier pour qu'il arrive. Vous voyez, il va mettre du temps. Bon. Ça, c'est la sécurité. Et la gêne, c'est le bruit. Alors, le bruit, jusqu'à présent, on a toujours eu de la chance parce que chaque fois qu'il y a quelque chose ici, il pleuvait ou il faisait froid. Donc, les fenêtres étaient plus ou moins fermées. On entend un peu, ça résonne, mais bon, franchement, je ne vais pas aller faire mon mieux pour. Et l'été, ça va être un calvaire. Parce que, alors, effectivement, ils ont des directives. Pas de sono dehors, choses comme ça. Pas aller dehors. Quand on commence à faire une petite fête, alcool les dents, on va empiéter dehors, on va sortir les tables, les chaises. C'est passé. Là, on va fumer, merci. Alors, les désagréments derrière, on va traîner. Je pense que c'est services de la ville, ils doivent après derrière ramasser. Le bruit, bah, là on a un city-stade. Moi, le bruit, pour moi, le city-stade ne gêne pas. Il y en a qui jouent le jeu, même si ça crie. Bon, il y a des petits heurts avec les gendarmes, c'est la gendarmerie. Et là, c'est des gens qui crient, ça braille. Bon, j'en passe, comme je vous ai dit, avec l'alcool. Voilà. Et ça, question de bon sens. Moi, j'arrive pas à comprendre, et j'aurais voulu savoir qui est le ou les élus qui ont accepté de faire ici, au milieu d'un secteur d'habitation, une salle des fêtes. Une salle des fêtes, son nom l'indique, on fait la fête. On ne fait pas la fête devant le parterre des gens. Enfin, bon. Voilà. Et moi, ça, c'est. Moi, j'ai pas le pouvoir de stopper. Je peux vous dire qu'il y a une sacrée gêne, parce que c'est où le bruit, où les voitures qui s'entassent là-bas devant, bon. Alors c'est sur. Je sais pas si vous êtes au courant. Je sais pas. Bah, alors sur ici, non, c'est la première fois. Ici à l'intérieur. Mais par contre, c'est une problématique qui a été relevée sur un certain nombre de lieux. Alors les gendarmes, oui, effectivement, il y a des discussions en cours là-dessus sur soit un mur, soit. Enfin, Voilà. Et non mais après Souvent, ça. j'ai fait partie des réunions avec les 3 fameux projets qui vont. Ça, mais vous voyez par exemple, il y a un autre projet où il y a les mêmes problèmes. Il y a eu des terrains de beach volley qui ont été mis en place, sauf que les riverains là-bas se plaignent du bruit parce que c'est en fait très bruyant et surtout très tard le soir. Et le compte rendu a dit oui, donc le maire a dit oui, en fait on n'a pas fait d'étude de bruit. Donc oui, ça fait du bruit, mais tant pis. Donc j'étais avec eux là il n'y a pas longtemps sur les possibilités et les moyens de contrer le bruit. J'aurais dit il y a des moyens techniques, il y a aussi des moyens de gestion, c'est-à-dire que ces terrains-là devraient par exemple ne pas être accessibles à partir de telle heure, donc ça c'est quelque chose aussi à voir avec les utilisateurs. C'est un peu la même chose ici, que cette salle fasse salle des fêtes. Alors il y a une demande de salle sur Saint-Égrève, donc il faut à la fois pouvoir y répondre. Après, si ça provoque des nuisances, il peut aussi y avoir l'isolation du bâtiment. Il peut y avoir, j'étais en train de regarder, je ne suis pas sûr qu'il y en ait là, mais des détecteurs de bruit. Il y en a un à la maison des solidarités et des familles, et c'est en fait assez efficace parce que si vous dépassez un certain niveau sonore, ça coupe l'électricité. Ça, c'est des sonomètres. Oui, c'est ça, un sonomètre. Et à la MSF, parce qu'il y a le même problème, je ne sais pas si vous connaissez la MSF. Non, mais Parce que là, on parle Tout dépend comment elle a enregistré au cadastre. Voilà, au cadastre, elle est enregistrée comment cette salle? Là, c'est un restaurant. c'est les frais qu'ils ont fait. C'est un restaurant. Si c'était un restaurant scolaire, elle n'est pas inscrite forcément en salle des fêtes. Voilà. On rentre vraiment dans un règlement C'est pour ça bien que je faisais un peu la spécifique. comparaison avec les fameux Très bien spécifique. Parce qu'une salle des fêtes, une salle de mariage, quand vous êtes à 1 mètre dehors, vous ne devez rien entendre.
Moi, quand on parle Rien du n'entend. comité des usagers, c'est typiquement Ah oui, c'est le pour que ce genre soit de insonorisé, vous avez situation des normes très spécifiques. auquel ce projet Il n'est pas prévu dans ce sens-là, pour moi, je pense qu'il y a dans ce sens. c'est évident qu'il arrivera. Là, on n'a même jamais pensé à regarder. Alors, la Non, 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 doctrine, c'est de parce finir qu'en plus, c'est pas enregistré au cadastre. C'est pas comme ça. Non, non, c'est interdit. C'est assez souvent si, mais il faut qu'ils aménagent le toit. Oui, à une heure t'aménages près. le toit, les murs. Mais il y a eu des fois, ça vient des bords. Et après, il faut qu'on soit capable aussi de respecter les règles. Ça, Ah, mais c'est là, l'autre aspect qui me semble Parce que là, on va faire une on a une seule personne d'indus, mais largement des. Il y a des chemins-là, on pouvait faire du bruit. l'isolation, ça se fait par les murs et par les toits. Alors, je vous propose que là, ça commence à discuter un peu, et c'est très bien parce que c'est le temps suivant, c'est-à-dire qu'on peut continuer à échanger et je peux répondre à toutes vos questions autour d'un verre. Et puis, je suis là, toute l'équipe est là si vous avez des questions.